Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Chinal et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est selon mon point de vue un des acteurs les plus prolifiques pour faire avancer l'idée d'un monde sans argent. Alors Marc s'est présenté plusieurs fois aux législatives de la commune de Lyon en France. Alors pas dans le but de se faire élire, mais dans le but d'amener cette idée dans le débat public et dans le débat politique. Il a écrit le livre Description du monde de demain avec Jean-François Aupetit-Gendre. Il a fait le documentaire Burnout sociétal. Il a fait cette magnifique BD, Johann Lepster, Le début d'un nouveau monde. Il est à l'origine de la chaîne Voter AM comme Voter abolition de la monnaie sur YouTube, qui est très pédagogique pour comprendre les problèmes liés à l'argent. Il a fait aussi le site notrefutur.fr. Donc Marc, merci infiniment pour tout ce que tu fais et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Jean-Philippe, c'est toi aussi qui es un bon porteur de ces idées. Merci Marco. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Première question, c'est aujourd'hui, tu sais très bien que tout le monde pense que l'argent n'est qu'un outil, qu'il suffit de bien l'utiliser, qu'il n'y a que le facteur humain qui pose problème. Et j'aimerais savoir, pour toi, le point de départ, comment tu as pu penser à un moment que non, l'argent est un problème, qu'il y avait vraiment des problématiques liées à l'argent qu'on ne peut pas attribuer à l'homme. Bien, c'est une bonne question. En fait, la problématique s'est posée quand j'ai commencé à réfléchir tout simplement sur la société où j'ai des parents, quand on prend la globalité de ma famille, qui couvrent le spectre total de la politique. Et je voyais bien qu'ils se battaient toujours, entre guillemets, sur des arguments qui étaient toujours les mêmes et qui pour moi étaient en décalage complet. Et je me suis dit, mais c'est pas un problème de gauche ou de droite, la politique, c'est d'abord un problème économique. Et pourquoi on n'arrive pas à faire un système harmonieux avec de la monnaie, alors qu'il y a plein de gens de bonne volonté, voilà, ben évidemment, il y a des méchants aussi. Mais il y a plein de gens intelligents et tout. Comment ça se fait que depuis 4000 ans, on se tape dessus à cause de ce système économique? Et à force de creuser la question, bah, de toute façon, rapidement, on s'aperçoit que la monnaie, c'est pas un outil neutre. On peut, sur certains paramètres, en faire ce qu'on veut, mais il y en a d'autres qui sont obligatoires pour qu'elle fonctionne bien, la monnaie, à savoir, par exemple, la rareté relative. Dès qu'on fait une monnaie trop abondante par rapport à la demande, etc., ça devient de la monnaie de singe, comme dit l'expression, hein, c'est rien contre les singes, et ça vaut rien, donc c'est inutilisable. Et s'il n'y en a pas assez, bah c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'elle soit relativement rare pour bien fonctionner. Et à partir de cette petite chose de rien du tout, relativement rare, et ben en fait, on a toute l'immense problématique de notre société, à savoir la recherche de la rentabilité, c'est-à-dire avoir moins de charges que de produits en comptabilité, c'est-à-dire plus de recettes que de charges. On cherche à économiser tout ce qu'on peut. Donc, en fait, ben voilà, on en est arrivé à faire venir des affaires, des chaussettes de Chine, à faire des yaourts qui font 3000 km avant d'arriver dans notre assiette, etc. Et ça touche énormément de choses, que ce soit l'écologie, que ce soit des rapports humains ou même dans les familles, on se tape dessus à cause de l'argent, toujours parce qu'il est relativement rare. Et voilà, et puis en creusant d'autres paramètres, on s'aperçoit que c'est insoluble, quoi. C'est un outil, oui, qui est pratique pour faire des échanges, mais il génère surtout la guerre commerciale en permanence, même au niveau local. Donc à un moment, stop. Alors, Marco, Voilà. c'est vraiment super. Là, tu as envoyé beaucoup d'informations. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus dans certains détails. Donc, tu Vas-y. as expliqué un phénomène qui est, moi, j'ai remarqué très, très peu compris. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, si on donnait des gros salaires à tout le monde, des salaires suffisamment corrects, bah, tout se passerait bien. Ou si les milliardaires distribuaient leur argent en fait à tout le monde, ça se passerait bien. En fait, toi, tu expliques bien que non, parce que si c'était le cas, si on avait tous beaucoup d'argent, enfin, de manière, on va dire, très correcte, mais en fait, l'argent n'aurait plus de valeur. Il y aurait une inflation généralisée. C'est bien ça que tu expliques? Voilà, c'est quand on met plus d'argent sur un marché, les prix augmentent. On le voit avec, par exemple,
des choses qui ne nous touchent pas personnellement, par exemple les biens d'exception des milliardaires, les villas, l'immobilier des milliardaires ne s'est jamais aussi bien porté et les prix augmentent parce que les milliardaires ont énormément d'argent. Donc, il y a énormément d'argent sur le marché, donc les prix montent. Après, il y a d'autres systèmes qui amènent l'inflation, hein, c'est la rareté de ce qui est disponible. Mais ça, c'est un autre problème généré par l'argent, c'est-à-dire qu'il y a de l'inflation aussi parce que tout le monde veut quelque chose. Donc, on augmente les prix le plus possible jusqu'à ce qu'en fait, il n'y ait plus personne qui puisse l'acheter. Donc, ça va pas. Donc, on redescend un peu. Et voilà, on maximise les profits et tout ça. Mais oui, à la base, l'argent, quand on en met trop sur un marché, ça fait monter les prix. Même sur l'immobilier des, entre guillemets, pauvres, avec les APL, on a vu que les APL, qui étaient donc qui est toujours un système pour permettre à des gens d'avoir un logement à un prix abordable, en fait, ces APL ont participé à l'augmentation des prix de l'immobilier parce que les gens avaient plus d'argent grâce à ces subventions, avec ces sommes d'argent. Et donc, les propriétaires se sont dit, bah, ils peuvent payer, donc on va mettre un peu plus cher. Et donc, ça a participé à l'inflation de l'immobilier qu'on connaît depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu dis très souvent dans tes discours, c'est qu'en fait, il faut de la misère, en fait. À cause de cette masse monétaire, puisqu'elle doit être rare, il faut de la misère. Et c'est vrai que quand on observe le monde et même l'histoire, il y a toujours eu de la misère partout, un petit peu, au moins un petit peu. C'est vrai qu'il y a toujours cette notion-là. On n'a jamais eu un pays qui a été opulent pour 100% de la population. Genre même le modèle suédois que beaucoup de gens admirent comme ça. Si vous regardez aujourd'hui les chiffres, même pas que les chiffres d'aujourd'hui parce que le monde est en difficulté, mais même les chiffres il y a 10 ans ou 20 ans, il y a toujours eu même de la misère dans ces pays-là qui nous paraît pourtant absolument parfait. Tu donnais aussi d'autres points de problématiques. Donc, tu parlais de la guerre commerciale. Mais en quoi c'est problématique, la guerre commerciale? Est-ce que ça stimule pas l'innovation? Eh bien, oui, ça stimule l'innovation, comme on dit dans les milieux libéraux et tout. Et pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a une partie en fait, comme l'argent est obligatoire et qu'il est relativement rare, on va naturellement se battre pour en avoir. Donc, euh, l'innovation fait partie des moyens de gagner des parts de marché sur son concurrent. Donc, l'innovation sert surtout à aller taper sur le concurrent, mais sans que ce soit clairement expliqué. C'est juste, on doit lui piquer des parts de marché, donc on invente le dernier smartphone à la mode, qui est plus performant et tout ça, mais tant pis si la performance, elle use plus les batteries, tant pis si ces batteries donc durent moins longtemps ou qu'il faut toujours plus de lithium pour les faire, etc. L'important, c'est l'innovation qui sert à vendre, donc à bouffer des parts de marché sur celui qui ne sera pas assez innovant, qui sera has-been. Donc voilà la mécanique. Oui, c'est intéressant. En fait, ce que tu dis, c'est que l'innovation, elle va pas dans le sens de l'humain, de l'écologie, mais l'innovation va dans le sens, bien sûr, des De parts la de vente. marché, donc voilà, de la vente. Ouais, Et ok. donc, ça participe à la guerre commerciale. Mais la guerre commerciale, elle est toute simple, hein. Il y a pas besoin de marchés internationaux. Quand vous allez sur le marché pour acheter des légumes et tout ça, vous voyez bien que déjà les places sont rares. Il y a toujours des marchands qui aimeraient bien être sur le marché au début des emplacements et puis ben, qui n'ont pas de place. Donc voilà, c'est pas illimité. Ensuite, la guerre, c'est pour les tarifs. Si un marchand propose quelque chose où il est tout seul sur le marché à proposer tel produit et que les consommateurs en ont besoin, bon, bah, il fixe à peu près le prix qu'il veut, sans trop passer pour un voleur non plus. Hein, mais déjà, on a toujours cette notion de voleur avec le prix, tu vois. Ah, le prix est cher, c'est un voleur. Non, c'est juste le système. Et donc voilà, mais quand il y a plusieurs marchands sur un même produit, eh ben, les gens, par exemple, la salade, les consommateurs ne vont pas manger plus de salade parce qu'il y en a plus de disponibles. Donc,
il y a la guerre commerciale à baisser les prix pour que celui qui a les prix les moins chers avec la meilleure qualité puisse vendre plus et arrive à se dégager un salaire par rapport à l'autre qui se retrouvera, entre guillemets, sur la paille. Donc la guerre commerciale, il n'y a pas besoin des marchés internationaux, il n'y a pas besoin de... Non, dès une pièce d'1 euro, on est déjà dans la guerre commerciale, à choisir le commerçant chez qui on va aller. Donc en gros, à choisir celui qu'on va faire vivre et tous les autres, bon, bah, ils vont mourir, entre guillemets. Parce qu'il y a d'autres consommateurs, mais le principe, c'est ça. Hmm. Mais d'ailleurs, tu t'as dit celui qui aurait le prix le moins cher que la meilleure qualité. Mais généralement, c'est les gens qui regardent surtout en période de difficulté comme on connaît aujourd'hui, ils vont regarder surtout le prix le moins cher qui est généralement en corollaire avec la mauvaise qualité. En fait, et Tout c'est à vrai fait. que finalement, moi je me dis toujours que la guerre commerciale, alors oui, il y a une forme d'innovation souvent liée à la technologie. Mais en fait, on innove aussi dans les prix les moins chers, c'est ce qui signifie d'avoir généralement des grosses productivités, parce que plus on peut vendre des grandes quantités, plus on peut négocier des marges au niveau des tarifs. Et donc, c'est vrai qu'on a cette machine qui s'accélère, la surenchère de la concurrence fait que tout s'accélère, des grosses productivités, des prix de moins chers, de plus en plus de pression aussi sur les travailleurs pour faire cette productivité-là. Et finalement, ce qui se vend le plus, c'est souvent ce qui a aussi de moins bonne qualité, enfin, dans certains secteurs. Je pense que le steak haché du McDonald's, hein, c'est le steak haché le plus vendu au monde et c'est le moins nutritif. Et au niveau des habits, ceux qui sont le plus vendus au monde, c'est ceux qui durent le moins longtemps. Enfin, on a beaucoup de choses comme ça qui sont mêlées aussi dans la guerre commerciale. Et c'est vrai que tu as raison de bien rappeler que la guerre commerciale, c'est pas que l'innovation dans le bon sens, hein. Tout n'est qu'une question d'apparence dans le commerce. On sait bien le système de flatterie qu'adoptent les vendeurs de vêtements dans les magasins. Oh oui, ça vous va bien. Bon, l'important, c'est qu'il réalise sa vente, hein, que l'autre ait l'air un peu tarte avec son nouvel habit, n'a rien à faire. L'important, c'est de vendre. Mm. Et plus il y a de marge, forcément, ça a amené évidemment la fast fashion, c'est-à-dire faire toujours des trucs nouveaux, 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 nouveaux pour les apparences, pour tout un tas de choses. Mm. Et surtout le moins cher possible pour que les gens ne se posent pas la question qu'ils consomment. En fait, pour que ça devienne de l'achat impulsif. Et avec un grand succès, hein, puisque Bien à sûr. cette heure-ci, c'est vrai que il y a beaucoup de plus en plus de promotions, on est toujours envahi, il y a toujours la bonne affaire à saisir, et c'est vrai qu'on a Oui. toujours envie de dire bon bah vaut mieux l'acheter maintenant que l'acheter plus tard, et puis on rentre dans un jeu comme tu dis de pulsion. Il y avait d'ailleurs une étude qui avait montré que lorsqu'on achète quelque chose, il y a nos hormones qui libèrent les hormones du bonheur, sérotonine, C'est mais normal. on a en fait ces phénomènes-là qui donnent un petit coup de... L'achat donne la sensation de puissance. Donc Mm. forcément, ça déclenche tout un tas de produits chimiques internes dans notre cerveau. Et la puissance, bah, c'est ce qu'on recherche tous quelque part. Alors, il y en a qui gardent leur puissance en ne consommant pas, mais ceux-là, ce sont des très mauvais acteurs économiques. Il faut absolument dépenser pour faire tourner la machine, pour faire des salaires, pour faire des taxes pour les services publics, etc., etc. Donc, il faut toujours que la machine soit en permanence en mouvement, ce qui Mm. pose des problèmes justement pour décroître. Parce qu'on sait qu'il faut décroître nos consommations, mais ça équivaut à des tas de problèmes après pour cette rotation monétaire, qui est un autre facteur que les gens en général ne connaissent pas. C'est la vitesse de rotation monétaire entre les acteurs économiques. Si tout se freine, on l'a bien vu avec le Covid, la crise du Covid où les gens se sont arrêtés de consommer tout un tas de choses, bah derrière, c'est la misère totale. Alors bon, en France, on a subventionné ça et on a augmenté considérablement la dette. Donc, on a balancé de l'argent pour continuer à faire tourner le système. Mais un jour, il faudra payer la dette, etc., etc. Donc, c'est un marché de dupes, tout le temps. Mm. Mais tu sais, il y a pas très longtemps, je parlais justement de ce phénomène de devoir tout le temps vendre, 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 qui est la pression permanente des entreprises à travers le monde. Et puis, je disais que les appareils électroménagers de notre jeunesse, en fait, ils duraient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui.
Et la personne avec qui je parlais, elle me disait, mais tu sais que mes parents, ils travaillent dans l'électroménager pour l'entreprise Miel allemande et qu'ils ont encore des appareils qui durent 30 depuis 30 ou 35 ans dans la famille, quoi. Donc, c'est-à-dire que vous imaginez, on pourrait quand même faire des appareils certainement encore plus solides parce que nos connaissances dans les matériaux ont encore augmenté depuis 20 ou 30 ans. Et donc, on devrait pouvoir faire peut-être des appareils qui durent peut-être 40 ou 50 ans. Quelle économie on aurait fait à la fois écologiquement, puis aussi en termes de temps de travail. Moi, c'est un truc qui me rend dingue, c'est ces ouvriers qui doivent toujours travailler, qui fabriquent des choses volontairement avec une durée de temps limitée, donc de l'obsolescence programmée, pour avoir le plaisir de devoir recommencer, 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 et faire du déchet, faire du déchet. Et donc, pas le plaisir pour avoir le salaire qui va avec, bon, c'était cette sarcastique. rotation monétaire. Voilà. Ouais, donc déjà c'est vachement important tout ce que tu viens de dire. Marco, est-ce que tu vois encore d'autres mécanismes liés à l'argent qui ne sont pas du ressort de l'humanité, mais vraiment liés à l'argent qui posent un vrai problème aujourd'hui? Est-ce que tu en verrais d'autres à citer? Eh ben, il y a le problème de la croissance. Donc, Est-ce que c'est pas la même chose que la rotation monétaire quelque part un petit peu? Non, parce que la rotation monétaire fait croire que l'économie circulaire est possible. Il suffit que ça tourne. Donc, merveilleux. Sauf qu'en fait, la croissance qui est nécessaire pour, entre autres, payer les intérêts bancaires, et là, je parle même pas d'intérêts bancaires de banques privées, hein, c'est un truc mathématique. Donc, que ce soit des banques privées derrière ou une banque publique, même gérée par des citoyens, etc., s'il y a un taux d'intérêt, il faut trouver cette petite part en plus qu'il va falloir rembourser. Et cette petite part en plus, faudra la trouver quelque part. Et comment on fait? En accélérant la consommation. Ouais, mais tu Alors vois, ça aussi, aujourd'hui, c'est une mécanique compliquée à appréhender, mais c'est essentiel, quoi. mais tu vois, aujourd'hui, Marc, il y a pas mal de gens qui pensent justement aux monnaies libres, hein. C'est-à-dire que les monnaies-là, on ne les emprunte pas à la banque. Tu vois, c'est des dividendes qu'on reçoit actuellement. Est-ce que pour toi, ça pourrait nous sortir justement de ce besoin de croissance? Je ne pense pas parce que il faut toujours, on reste dans un système commercial déjà, et pour emprunter, le plus, comment dire, la création monétaire de ce système ne suffit pas à générer des fonds qui sont empruntables par des entreprises, par n'importe quel, par l'État, c'est pas suffisant. Il faut la créer cette monnaie d'une manière ou d'une autre. Donc on reste coincé après dans les intérêts bancaires. Alors il y a la solution entre guillemets de ne pas compter des intérêts bancaires. Sauf qu'en fait, ça amène plus d'argent sur le marché et normalement, ça engendre une augmentation des prix. Donc en fait, on voit bien que l'économie monétaire, dès qu'on essaye de toucher un domino, c'est un autre domino plus loin qui tombe. Et donc on essaye de remonter ce domino qui est tombé par un autre domino qui lui-même va rebouger un autre domino. Et en fait, on n'en sort jamais. Donc voilà. Ouais, en tout cas, on n'a pas eu le moindre indice dans notre histoire qu'on pourrait en sortir de ces mécanismes-là. Mais donc, pour en venir un petit peu donc sur les monnaies libres, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est les gens pourraient avoir effectivement des dividendes, mais s'il y a des gros achats, des trucs d'entreprise, qu'il faut des grandes sommes et qu'il n'y a pas de banque pour prêter, il va falloir trouver un autre système. Soit c'est quelqu'un qui devra prêter son propre argent, mais ça sera certainement pas suffisant si c'est une sorte je sais pas, De on va dire commerce. de revenus de base. En fait, quelque part, ça ne suffira pas. S'il y a des pénuries, donc il y a une inflation des prix parce que les choses deviennent rares, c'est pareil, ça ne suffira pas. En fait, voilà, on a tous ces mécanismes-là qui sont toujours derrière, qui nous attendent. C'est bien ça? Voilà, normalement, oui. Si vous voulez acheter un appartement, quelle est la procédure avec les monnaies libres? Très juste. Ok, maintenant on a parlé, voilà, on vient de parler des problèmes liés à l'argent. On va parler maintenant de la solution du post-monétaire. Explique-moi comment tu vois le mode de fonctionnement d'un monde sans argent, sans monnaie. On remplace par quoi? On fonctionne comment? Donc, pour moi, on remplace la monnaie par les connaissances. Donc, c'est un peu flou comme ça quand on dit ça. Mais en gros, quand on donne tous les savoir-faire, quand on est en démocratie réelle, c'est-à-dire directe, ça c'est une notion primordiale dans un système post-monétaire, parce qu'il faut que les citoyens soient conscients et responsables de ce qu'ils font.
Eh bien, on peut organiser les productions sans être obligatoirement dans la planification étatique de quoi que ce soit, hein. Il suffit de suivre déjà ce qui existe dans les consommations, de faire en sorte que ces consommations soient satisfaites. Et voilà, on travaille pour ne pas être en guerre, en gros. C'est-à-dire que la société monétaire te pousse à travailler parce qu'on est en guerre pour le fric, et la société post-monétaire renverse cela. C'est pour ne pas être en guerre avec son voisin, pour qu'il ne manque pas de quelque chose, que chacun fait sa part, chacun fait son job pour que les biens et les services soient en nombre suffisant. Mais là, on n'est plus dans le problème des copyrights, des brevets quand c'est des vaccins ou autre chose, ou des médicaments. On n'est plus dans le je ne donne pas mon savoir-faire parce que sinon ça va me faire perdre du chiffre d'affaires. Non, au contraire, là, on est dans une logique où plus les autres auront accès aux connaissances, des connaissances qui sont optimisées parce qu'on peut prendre en leçon tout ce que l'humanité a déjà subi, eh bien, les choses s'organisent bien plus facilement et personne ne manque de rien. Bon, ça, c'est la théorie. Ça n'empêchera pas les pluies de ne pas tomber, le soleil de taper trop fort ou pas assez fort. Mais il n'empêche que même là, dans notre monde monétaire, les stocks sont problématiques. Ça coûte cher, les stocks. Donc, on préfère laisser pourrir une production. Dans un système post-monétaire, pourquoi laisser pourrir des choses? On a des humains, on peut faire des stocks, ça coûte plus un rond. Ça devient de l'évidence de la bonne marche de la société. Et au contraire, il faut qu'il y ait une relative abondance, à ne pas confondre avec de la surproduction, enfin de la surconsommation. Mais au moins, on n'est pas limité dans les stocks, on n'est pas limité et on peut justement éviter les pénuries. Voilà comment je vois l'économie post-monétaire. Mais c'est pareil, il y a un marché, c'est-à-dire qui a besoin de quoi. Et ça se rencontre sur un lieu qui peut être virtuel ou physique. Des organisateurs, on peut imaginer des organisateurs de marché, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de fluidifier l'offre et la demande. Et voilà, c'est tellement simple en fait. Après, ça soulève des tas de questions et il faut les prendre une par une. Et c'est long. Il faut recréer la confiance entre les humains. Mais là encore, justement, quand on t'a parlé au tout début de la nature humaine, là encore, dans notre pays, dans notre société même, on n'apprend pas la philosophie, on n'apprend pas la psychologie. Donc, on est toujours dans cette optique monétaire que l'autre est un ennemi potentiel, un mec qui peut nous arnaquer sur le fric. Et donc, tout ça, et on n'apprend pas la psychologie, on n'apprend pas la philosophie. Donc, on n'apprend pas à le vivre ensemble et on n'apprend pas à gérer nos peurs, à comprendre pourquoi des fois on peut être méfiant, etc. Donc, voilà, ça rejoint encore le problème de la monnaie qui est autant un outil de confiance qu'un outil de défiance. Mais on ne peut pas enlever l'un ou l'autre. C'est-à-dire que la monnaie, pour bien fonctionner, elle doit donner confiance à l'autre. On ne peut pas payer avec du rouble ou quelque chose en France ou n'importe quelle monnaie. Il faut qu'on ait confiance dans la monnaie. Et en même temps, cette monnaie, elle amène à la défiance permanente. C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie pièce? Est-ce que je paye le bon prix? Etc., etc. C'est toujours la peur de se faire voler, de se faire arnaquer, qui est cultivée avec l'histoire de la monnaie. Mais dès qu'on supprime, il n'y a plus que la responsabilité de la personne qui a fait le travail. Mais là encore, on peut soigner le problème par la signature du travail. Chacun signe son travail. Alors évidemment, quand il y a beaucoup d'intervenants, ça peut être compliqué, mais compliqué ne veut pas dire impossible. Donc voilà, pour aller très vite. C'est vachement pertinent ce que tu dis par rapport à... Parce qu'en fait, on est dans une forme de cercle vicieux. Donc, on ne croit pas suffisamment en l'humain pour pouvoir se séparer de l'argent. Et en même temps, c'est ce que tu expliques, et c'est vrai que c'est totalement juste, ne serait-ce qu'à l'école, on nous explique que plus tard, il va falloir battre des concurrents.
Et ne serait-ce que pour avoir un poste, on va dire, ouais, j'espère avoir le poste, mais si toi tu as le poste, c'est-à-dire que les autres n'ont pas le poste, c'est-à-dire on est pas en train de pouvoir rassembler nos connaissances et nos passions. Il va falloir se battre pour la place, sinon ça va être le débouché, sinon ça va être la difficulté. Et donc finalement, on est dans une sorte de cercle vicieux où l'humain, il est entraîné culturellement au niveau de l'éducation, au niveau de toute notre histoire, à se méfier des autres. Et en même temps, cette monnaie, elle nous verrouille l'esprit, qu'on ne peut pas s'en débarrasser parce qu'en fait, finalement, c'est quasiment le seul lien. Alors que c'est vrai que l'humain, en fait, on en a déjà parlé en dehors de ça, mais c'est vrai que les études sur l'impact de l'argent sur le comportement montrent qu'on se comporte de manière vachement plus altruiste et solidaire, naturellement et inconsciemment, hein, parce que les études du comportement, c'est justement deux groupes de volontaires qui savent pas pourquoi ils sont là, et en fait, il y a un groupe qui se rend pas compte, qui sont vachement plus solidaires, et c'est ceux qui n'ont pas touché de l'argent, qui n'ont pas pensé à de l'argent pendant ces études-là, quoi. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de particulièrement logique parce que le portefeuille, qu'on a un portefeuille, on n'a pas besoin de créer du lien social. On peut acheter des chaussures, on peut acheter n'importe quoi, on peut mal se comporter, on peut insulter même les personnes dont nous avons besoin parce qu'on a le pognon pour acheter. Alors que si on n'a pas d'argent, il faut revoir un peu à deux fois quand même notre comportement parce que voilà, si on commence à se comporter comme un con, pas certain que les autres vont vouloir nous aider. Marco, je te pose une dernière question. Comment tu vois la transition? Ça, c'est la question la plus compliquée, je te la laisse pour la fin. Allez. C'est gentil. C'est sympa. Donc, préambule, je pense pas que des postes monétaires puissent dire avec certitude la transition se fera de telle ou telle manière. Donc, le mieux, c'est de tout essayer, même si ça nécessite beaucoup de force à répartir. Moi, je prône une société parallèle pour commencer, à savoir démonétariser des biens ou et des chaînes de production. C'est-à-dire que, par exemple, pour démonétariser la production de nourriture, ben, faut commencer par acheter des terres, des graines, du matériel pour faire pousser, etc., etc. Et là, on maîtrise la chaîne de production alimentaire. Évidemment, maîtriser la chaîne du vêtement, c'est un peu plus long, mais avec du lin, avec tout un tas de choses, pareil, il faut repartir de l'achat de la terre, mettre du lin, après tisser, teinture, etc. Mais c'est possible que les citoyens et que la classe moyenne, je pense que la classe moyenne, en fait, est celle qui peut changer la face du monde. Parce que les pauvres n'ont pas les moyens financiers de mettre de l'argent dans ce projet pour démonétariser les choses. Les riches ne le feront pas parce que, enfin, à part certains philanthropes ou certains qui comprendront, hein, on ne sait jamais, mais pour eux, c'est perdre leur pouvoir. Donc, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Par contre, toute la classe moyenne qui peut démonétariser des choses, des biens pour les mettre en accès libre, eh ben, on peut changer les comportements et la manière de consommer et commencer à faire société. C'est très long, ça paraît fou, mais je pense que pierre par pierre, on peut arriver à ça. Et si les gens, une fois de plus, quand on dit oui, démonétariser les choses, c'est-à-dire mettre de l'argent et puis le mettre à disposition pour, pas l'argent, mais l'outil pour fonctionner, il y en a qui vont partir sur l'idée, où là, c'est une secte, ils veulent mon fric pour faire leur truc. Non, s'ils ont peur de ça, qui restent entre guillemets maîtres de l'outil, d'une SCI ou d'un truc comme ça. Mais l'important, c'est de le mettre à disposition des personnes qui veulent essayer ce système. Et tout ça, évidemment, en fonctionnant le plus possible en démocratie réelle directe, quoi, parce que y a pas de gourou à avoir, au contraire. Enfin, l'humanité a besoin de tous les cerveaux parce que la réalité est complexe et plus il y a de cerveaux, plus on se rapproche de la réalité. Donc, on n'a surtout pas besoin de guides et de choses comme ça. Voilà, c'est ma conclusion. Bah, c'est une belle conclusion et j'espère t'apporter une bonne nouvelle, parce que je sais pas si tu étais au courant de ça, moi on me l'a dit il y a à peu près 2 semaines, qu'il y a une commune qui a l'air de fonctionner, enfin qui fonctionne, qui se dit de fonctionner en tout cas comme ça, c'est-à-dire sans argent, sans président, sans chef, sans gourou, et qui s'appelle Nomadelphia en Italie. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Nomadelphia. Non, 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 bah, on non. m'a dit ça, et en fait c'est vrai que j'ai vu un
un petit reportage, une petite vidéo. Bon, c'est en italien, mais c'est l'équipe Musica d'Italie qui m'a fait connaître ça. Donc, c'est Eh possible de bien, réaliser dans ce monde-là ce type de commune. bravo, à regarder, à vérifier, à compléter, à transposer, etc., etc. Bon, bah écoute, Marc, merci d'avoir été là. C'était Merci un à vrai toi. plaisir et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.